Ça marche, oui. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Donc, on va enchaîner donc, cette session du GEMVI par cette deuxième séance avec 3 sujets comme précédemment. Donc, je vous encourage à prendre place le plus rapidement possible de manière à ce qu'on ne prenne pas trop de retard. Et puis, vous avez pu voir sur la première session qu'il y avait des gens assis par terre. Donc, on est sur un système first come, first serve. Donc, prenez place tant qu'il en reste. Gabriel, je te donne la parole. Bien, la première oratrice est notre présidente, Florence, ménopause, THM et endométriose. Alors effectivement, la chose qui m'intéresse actuellement le plus en ménopause, c'est d'essayer d'évaluer, quand une femme débute sa ménopause, la question de savoir si elle a réellement besoin d'un traitement hormonal. Et ça passe finalement par l'impact que va pouvoir avoir la carence œstrogénique sur différents risques de santé et qui est plus ou moins médié par la sensibilité tissulaire aux œstrogènes. Et là, dans le cas de l'endométriose, vous allez voir qu'on est dans une pathologie tout à fait particulière pour laquelle justement on a une augmentation globalement de la sensibilité tissulaire aux œstrogènes, puisque l'endométriose, vous le savez très bien, c'est une pathologie qui est avant tout œstrogénodépendante. Alors, quelques rappels que vous connaissez toutes et tous. Donc, ça affecte 6 à 10% des femmes entre 20 et 40 ans. C'est une pathologie de la femme relativement jeune qui entraîne cette inflammation chronique qui va pouvoir impacter la qualité de vie, la fertilité, etc., qui va nécessiter souvent des interventions thérapeutiques de multiples et variées, qu'elles soient médicales ou chirurgicales. Dans tous les cas, c'est une pathologie qui est complexe, qui est influencée par de multiples facteurs de nature génétique, environnementaux, je vais vous le montrer au travers de certains travaux qui mettent en cause tous les phénomènes d'épigénétique dans la physiopathologie de l'endométriose, et qui, dans tous les cas, est caractérisée par une très forte estrogénodépendance des lésions. Donc, je vous ai marqué, pour faire simple, un certain nombre de facteurs physiopathologiques qui sont impliqués dans la genèse de l'endométriose sur cette diapositive, avec deux grands éléments, tout ce qui concerne justement le métabolisme intratissulaire des œstrogènes, et puis toute la problématique de l'inflammation. Et vous allez voir que ces deux phénomènes sont reliés, puisque ces phénomènes inflammatoires vont, par le biais de certains mécanismes, augmenter la sensibilité tissulaire, ou tout au moins augmenter l'expression tissulaire des œstrogènes dans le tissu endométriosique. Alors, je n'ai pas voulu faire un topo, puisque ce n'était pas tout à fait le sujet de cet exposé, sur la physiopathologie de l'endométriose et actuellement ce que l'on sait. Si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment à lire cette revue de Bullum qui est passée en 2019 dans Endocrine Review, qui est absolument remarquable puisqu'il aborde tous les aspects de cette pathologie, les aspects histologiques, physiopathologiques et également thérapeutiques. Toujours est-il que vous voyez que des acteurs centrales, c'est ça, et que cet estradiol, il va pouvoir être modulé par l'expression du gène de l'aromatase, il va pouvoir être modulé par l'expression du gène de la 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase, dont on a 2 isotypes qui modulent la conversion estradiol-estrone ou au contraire estrone-estradiol. Et puis, il va y avoir également ces phénomènes inflammatoires qui, par le biais de certain nombre de cytokines ou de prostaglandines, vont modifier la méthylation d'un certain nombre de gènes et qui vont également contribuer à cette estrogénodépendance. Donc juste 2 petites diapositives complémentaires pour vous expliquer que le gène l'aromatase, c'est un gène qui est extrêmement compliqué, qui a de multiples promoteurs, et donc chaque promoteur est spécifique des tissus. Et en fonction de l'environnement cellulaire et de la sécrétion d'un certain nombre de cytokines ou de prostaglandines, ces promoteurs vont justement augmenter l'expression de le gène l'aromatase. Et ce qu'on a montré, c'est que dans le tissu endométriosique, eh bien, effectivement, vous aviez certains promoteurs qui étaient plus particulièrement exprimés et donc qui augmentaient l'expression de ce gène l'aromatase qui va convertir donc les androgènes d'origine surrénalienne ou ovarien en œstrogènes qui sont spécifiquement stimulés pour tout un tas de facteurs de l'inflammation qui eux-mêmes sont présents dans cette situation d'endométriose. Et puis, là, un petit peu la nouveauté, c'est tous ces phénomènes d'épigénétisme dont on a montré qu'ils vont influencer par le biais de la méthylation de certains facteurs de transcription qui eux-mêmes contribuent à la modulation du métabolisme intratissulaire des œstrogènes. Donc tout ceci pour vous dire que globalement, l'endométriose, c'est une pathologie à très forte estrogénodépendance. Et ce qui explique pourquoi c'est avant tout une pathologie
de la femme en âge de reproduction, et vous voyez que la prévalence de l'endométriose, eh bien, elle va effectivement très largement diminuer au fur et à mesure de la vie reproductive des femmes et être beaucoup plus, avec une prévalence beaucoup plus faible en ménopause. Donc la question est peut-être, est-ce que finalement une femme qui a un passé d'endométriose, est-ce qu'on va être autorisé ou est-ce qu'il va y avoir intérêt à lui donner un traitement hormonal? C'est une première question. Mais une deuxième question qui est souvent plus aiguë, c'est de dire finalement le terme ultime chez certaines femmes du traitement de l'endométriose sévère et en particulier des endométrioses profondes, ça va être l'annexectomie bilatérale, puisque c'est cette situation clinique auquel on peut être confronté, et souvent chez des femmes jeunes, ce qui soulève la question, comme on en a discuté ce matin, de la possibilité et de l'intérêt de leur proposer un traitement hormonal substitutif, puisqu'on vous a bien expliqué, Sophie Christin-Merthe a largement souligné qu'effectivement, en cas d'insuffisance ovarienne prématurée ou de ménopause précoce, toutes les sociétés savantes s'accordent pour dire qu'il faut donner un traitement hormonal substitutif pour limiter les conséquences de cette carence œstrogénique prolongée, que ce soit sur le plan osseux ou que ce soit sur le plan cardiovasculaire, au-delà, bien sûr, de tout ce qui concerne la qualité de vie. Je vous remets sur cette diapositive les cibles d'impact des œstrogènes. Les croix vertes, c'est finalement les bénéfices attendus du traitement œstrogénique sur la qualité de vie, le cerveau, les bouffées vasomotrices, sur le système coronarien, donc particulièrement dans les situations d'insuffisance ovarienne prématurée, bien sûr sur l'os. Et puis vous voyez qu'on a des petits ronds rouges, le sein, ce n'est pas forcément le mieux, la muqueuse de l'utérus, ce n'est pas forcément également ce qu'il y a de mieux. Donc est-ce que, dans la mesure où l'endométriose est une pathologie gynécologique caractérisée par cette forte œstrogénodépendance, est-ce que finalement chez ces patients, si on leur donnait un traitement hormonal, est-ce que d'une part on ne va pas être délétère sur les organes gynécologiques, et puis encore une fois, est-ce qu'il y a réellement un intérêt de leur donner un traitement dans cette situation? Si on prend la première problématique et la qualité de vie, on a très très peu d'études qui ont évalué la qualité de vie chez des femmes endométriosiques qui auraient eu des annexectomies bilatérales précocement. Une étude de très peu de valeur, mais comme c'est une des rares, je vous la montre, qui a comparé chez des femmes qui avaient de l'endométriose, celles qui avaient eu une annexectomie bilatérale comparativement à celles qui étaient traitées par les agonistes du GnRH, sur un certain nombre d'items, on a l'impression qu'effectivement l'annexectomie bilatérale est plus délétère en termes de confort de vie qu'un traitement médical basé sur les agonistes du GnRH. Récemment, nous avons fait un travail dans le service qui est un travail relativement limité, mais qui concernait 52 femmes qui avaient eu une annexectomie bilatérale avant l'âge de 45 ans pour une endométriose, et on a regardé des scores de qualité de vie via le score DIVA. Globalement, quels que soient les domaines qui ont été étudiés, ces scores de qualité de vie étaient dégradés, alors même que les scores de douleur avaient été nettement améliorés par l'annexectomie bilatérale. Donc malgré le fait qu'on avait limité tous les symptômes douloureux qui avaient conduit à l'annexectomie bilatérale, tous les scores de qualité de vie évalués par ce questionnaire, qui est un questionnaire spécifique de la femme ménopausée, montraient que tous les domaines vasomoteurs, psychomoteurs, etc., étaient dégradés de manière significative par rapport à ce qui est rapporté dans la littérature chez une femme ménopausée. Et on a regardé s'il y avait des facteurs d'influence de cette qualité de vie. Donc on a comparé celles qui avaient eu une annexectomie avant 40 ans par rapport à celles qui l'avaient eu entre 40 et 45 ans. Mais vous voyez que globalement, il n'y avait pas de différence. Donc l'âge de l'annexectomie ne rentrait pas tellement en compte finalement pour dire on va traiter plutôt celle avant 40 ans par rapport à celle après 45 ans. On a regardé également si le traitement hormonal pouvait avoir un bénéfice. Alors on a été relativement surpris que vous voyez, il y avait à peine 50% des femmes qui recevaient un traitement hormonal lors de cette étude. On peut également remarquer qu'il y en avait quand même 23% qui l'avaient eu et qui l'avaient arrêté. Et ça, j'y reviendrai parce que c'est un élément important. Toujours est-il que malgré ce pourcentage de femmes qui étaient traitées, on n'avait pas réellement, et ça aussi ça a été une surprise, on n'avait pas réellement un bénéfice clinique de ce traitement hormonal chez ces patientes. Et ça va soulever vraiment la question du type de traitement dans cette situation. Risque cardiovasculaire et ménopause chirurgicale précoce, Sophie Christin-Merthe vous l'a montré également. Effectivement, quand on a une ménopause chirurgicale, on est plus à risque cardiovasculaire
que quand on a une ménopause naturelle au même âge, et particulièrement si cette ménopause chirurgicale est survenue précocement. Vous voyez avec un autre ratio ici à 2,65 pour le risque cardiovasculaire de manière générale, par rapport à un risque relatif à 1,54 si vous avez une ménopause, une insuffisance ovarienne prématurée avant l'âge de 35 ans. Pour autant, est-ce que si on donne un traitement hormonal chez des femmes qui ont eu une anécectomie pour la situation d'endométriose, on va limiter ce risque cardiovasculaire? Je suis incapable de vous répondre, il n'y a aucune étude dans ce domaine-là. Qu'en est-il maintenant du risque osseux? Donc là aussi, quelques données qui sont issues des travaux que nous avons faits dans le service, où là par contre, et c'est pour ça que ce système d'œstrogénodépendance, elle est vraiment importante, et on a quand même certains éléments qui nous permettent de l'évaluer. On a eu la surprise de trouver que chez des femmes, donc là on avait pris des femmes qui avaient toutes été annexectomisées avant l'âge de 45 ans, qui étaient déjà à distance de l'annexectomie, dont un nombre non négligeable avait reçu en plus dans le courant de leur traitement de l'endométriose des agonistes du GnRH, et on les a comparées à des femmes de même âge et qui avaient eu une annexectomie bilatérale au même âge, mais pour une toute autre raison que l'endométriose, pour des fibromes, pour des cancers du col de l'utérus, etc., etc. Et on a la surprise de constater qu'en fait, les femmes qui avaient eu une annexectomie pour une endométriose avaient des capitales osseux qui étaient nettement plus élevés que les femmes qui avaient eu l'annexectomie bilatérale pour une toute autre raison que l'endométriose. Et vous voyez avec des autres ratios qui étaient quand même largement significatifs, c'est-à-dire des risques d'endométriose associés à avoir un capital osseux élevé qui étaient multipliés d'un facteur 2,5. Donc l'os, mais finalement, ce n'est pas pour la prévention de l'ostéoporose qu'on va leur donner un traitement hormonal. Et quelque part, cet os, il va aussi être un peu le reflet de l'impact de la carence œstrogénique chez ces patientes et de leur sensibilité tissulaire aux œstrogènes. Donc indiscutablement, sur les quelques données que nous avons, c'est vraiment du cas par cas sur lequel il va donner un traitement hormonal, même si, encore une fois, les items de qualité de vie sont dans tous les cas dégradés chez ces femmes qui ont des annexectomies bilatérales et qu'en tant que telles, ça peut suffire comme pour justifier la mise en route d'un traitement. Là, va se poser la question des modalités. Puisqu'effectivement, le risque, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est le risque de l'œstrogénodépendance, avec deux types de risques. Est-ce qu'on peut réactiver des implants, voire de générer de nouveaux implants chez ces patientes qui ont eu une annexectomie pour une endométriose infiltrante profonde? Et puis toujours le risque de transformation maligne. Alors si on s'intéresse au premier aspect de la réactivation des implants, très très peu d'études qui ont évalué le risque de réactivation des implants ou de génération d'autres implants chez des femmes qui recevaient un traitement hormonal. Donc vous voyez, je vous montre les données de la Cochrane qui a été reprise par un article de Human Reprod. Avec, si on regarde cette colonne, ça évalue la qualité des études. Donc vous voyez qu'on est avec des études de niveau de preuve extrêmement faibles. Si on s'intéresse aux deux travaux randomisés qui ont essayé d'évaluer cet item de risque de récurrence. Donc un premier essai randomisé chez 172 femmes, dont 115 ont reçu un traitement hormonal associant un patch à 50 microgrammes et 200 mg de progestérone en séquentiel, suivi 45 mois. Vous voyez que le risque il était relativement faible, 0,5% par an, avec un seul item qui était significatif, les femmes qui avaient eu l'annexectomie bilatérale sans avoir eu l'hystérectomie associée. Donc c'est peut-être le seul élément qui semblait ressortir comme étant associé à un plus haut risque de récidive de récurrence de lésions d'endométriose chez les femmes qui avaient eu une annexectomie pour cette raison. Deuxième étude qui ne concerne pas le traitement hormonal, donc là on retrouve l'étude que je viens de vous montrer, l'étude de Matoras. Alors certes, le risque relatif il paraît élevé, mais regardez l'intervalle de confiance qui va de 0,1 à 53, ce qui n'a strictement aucune valeur d'un point de vue en termes de niveau de preuve. Deuxième étude qui, elle, a comparé l'atibolone par rapport à une association estroprogestative qui était une association, si je me souviens bien, de prémarin et d'acétate de norestystérone. On a un risque de récurrence qui semble un peu plus important avec le traitement hormonal par rapport à tibolone, mais là également un risque non significatif puisque un intervalle de confiance qui est largement trop important. Donc ce risque de récurrence sur les très faibles données que nous avons avec un niveau de preuve extrêmement mauvais ne semble pas très important. Dernière étude, la plus récente, qui est peut-être la plus intéressante, puisque là c'est une étude qui est de longue durée, 6 ans, une population relativement importante, où on a comparé l'impact d'un traitement hormonal selon différentes modalités, estrogène seul,
œstroprogestatif et tibolone. Et ils ont regardé le type de récidive selon le type de traitement. On a l'impression qu'on a un peu plus de récidive quand les patientes recevaient des œstrogènes seuls, quelles que soient les modalités, vous voyez, avec des doses très variables. Il n'en demeure pas moins que même avec ce type d'association, alors c'est des progestatifs là aussi qu'on utilise nous peu dans notre pays, il y avait moins de récidives et pas du tout avec la tibolone. Et je ne vous ai pas montré des essais qui concernent les agonistes du GnRH avec une ADBAC thérapie. Effectivement, la tibolone, dans l'endométriose, c'est plutôt le type de traitement hormonal qu'on a peut-être intérêt à privilégier, avec toutes les limites, bien sûr, associées au traitement de longue durée, mais qui, en termes peut-être de tolérance clinique de courte durée, est certainement meilleur que les traitements hormonaux conventionnels. Qu'en est-il maintenant du risque de transformation maligne? Cette question se pose d'autant plus qu'on sait qu'il y a une association entre endométriose et augmentation du risque de cancer de l'ovaire, en particulier les cancers à cellules claires, les cancers endométrioïdes et également les cancers séreux de bas grade. Ça, cette association, et vous savez que cette association, elle passe par l'identification d'un certain nombre de gènes de prédisposition qui ont été à la fois identifiés dans le cancer de l'ovaire et qui sont présents également dans l'ovaire des femmes atteintes d'endométriose. Donc là, 2 études actuellement qui ont évalué ce risque et qui ont comparé donc des femmes qui ont eu une hystérectomie associée à l'annexectomie, selon ou pas qu'elles avaient une endométriose. Et de manière un petit peu surprenante, vous voyez que chez les femmes qui avaient ce type de procédure dans une situation d'endométriose, si on leur faisait une hystérectomie, le risque de cancer de l'ovaire était très faible. Alors ça a été une première surprise. Deuxième travail, qui va exactement dans le même sens, qui est beaucoup plus récent et qui vient d'être publié cette année. Pareil, si vous comparez les femmes qui ont eu une hystérectomie selon la situation d'endométriose ou pas, vous voyez que là, le risque, il est à peu près comparable. On n'a pas réellement la même diminution que l'on avait dans l'étude. Mais deuxième surprise, ces femmes, ils ont regardé avec la prévalence du traitement hormonal. Là, on avait un risque qui était carrément diminué. Donc, il semblerait que vraiment, dans ces annexectomies bilatérales, ce qui pourrait faire le risque de néoplasie future, c'est le fait d'en faire ou pas une hystérectomie. Alors ça, il y a des hypothèses physiopathologiques, en particulier l'origine des cancers à cellules claires au niveau du pavillon de la trompe qui pourraient intervenir dans cette situation. Le fait qu'avec l'hystérectomie, effectivement, vous faites une salpingectomie, alors que les procédures initiales étaient des annexectomies ou des ovariectomies bilatérales sans salpingectomie, c'est certainement une hypothèse qui prévaut actuellement pour expliquer cette diminution du risque de cancer de l'ovaire quand on fait l'hystérectomie dans le traitement de l'endométriose associé à l'annexectomie bilatérale, puisque maintenant, c'est vrai que la salpingectomie, elle est quasiment systématique. Donc, encore une fois, vous voyez que je n'ai pas des réponses formelles par rapport à ce risque de redonner, quand vous donnez un traitement hormonal substitutif chez une femme jeune qui a eu une annexectomie bilatérale pour une endométriose. Et puis, il y a cette hypothèse du seuil estrogénique de Barbieri, qui avait été émis il y a longtemps, puisque 1992 est la première fois qu'il a émis, qui revient actuellement beaucoup à la mode, parce qu'effectivement, on commence à mieux appréhender cette hétérogénéité de la sensibilité tissulaire aux œstrogènes, et le concept de ce seuil estrogénique de Barbieri consiste à dire que finalement, la réactivation des lésions d'endométriose nécessiterait des posologies œstrogéniques plus élevées que celles qui sont nécessaires à la fois pour la prévention de l'ostéoporose et chez des femmes dont je vous ai montré qui de toute façon sont à faible risque d'ostéoporose, voire même sur le confort de vie. Vous voyez qu'on a des sensibilités œstrogéniques qui sont tout à fait différentes selon les tissus. Alors les sociétés internationales se sont positionnées par rapport à cette problématique, faut-il ou pas donner un traitement hormonal substitutif lorsque vous avez une annexectomie bilatérale précoce pour une endométriose. Donc globalement, pour l'IMAS, c'est-à-dire la Société européenne de ménopause, c'est oui, particulièrement si votre patiente elle est symptomatique. Mais vous voyez d'emblée, c'est qu'on va, alors même qu'il y a une hystérectomie, on va préférer d'y associer une progestérone, voire même de privilégier la tibolone dans cette situation. Donc on va plutôt éviter, chez ces femmes qui ont eu une annexectomie avec hystérectomie, on va plutôt éviter de leur donner des œstrogènes seuls, sans progestatif associé. Et c'est exactement, non, je suis désolée, voilà, exactement la même recommandation qui a été émise par l'HRE, avec des niveaux de preuve, vous voyez, qui sont très faibles. On est dans la bonne pratique, on n'est pas du tout dans un niveau de preuve élevé, mais qui dit qu'effectivement, on va
donner un traitement hormonal substitutif aux femmes qui ont eu une ménopause chirurgicale précoce pour une endométriose, mais en préférant les associations œstroprogestatives ou la tibolone. Donc en conclusion, oui, il faut traiter ces patientes qui ont une ménopause chirurgicale précoce, particulièrement avant 40 ans, avec quelques petites limites concernant le bénéfice attendu de ce traitement, au minimum jusqu'à l'âge de la ménopause physiologique. Ça, on reprend un petit peu ce qui vous a été dit pour les insuffisances ovariennes prématurées. Par contre, et c'est là qui fait la différence, c'est compte tenu de cette très forte sensibilité tissulaire aux oestrogènes, c'est à très, très, très faible dose. Mes patientes endométriosiques, elles ont un quart de patch à 25. Et la plupart du temps, ça suffit largement pour limiter leur confort de vie. Par contre, ça ne suffit jamais pour la sécheresse vaginale. Et elles ont des sécheresses vaginales très importantes, donc obligatoirement traitement local. Obligatoirement traitement local, et ça c'est trop souvent oublié. Dans le travail que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y en avait pas 1 sur 3 qui avait un traitement local. Donc, œstradiol à faible, très faible dose, plutôt association œstroprogestative, moi je rajoute systématiquement. J'avais tendance, jusqu'à il y a quelques années, même à privilégier souvent le luthéran, l'acétate de chlormadinone en association. Vous savez que maintenant, avec la problématique du méningiome, on ne peut plus trop le faire. Alors, est-ce qu'il vaut mieux leur donner la dihydrogestérone, la progestérone? Toujours est-il, c'est sûr qu'il vaut mieux leur donner une progestérone, même si elles ont eu une hystérectomie. Et puis la tibolone, ben, ça marche plutôt bien. Alors, ça ne dispense pas du risque cancer du sein, mais encore une fois, on est dans une situation de ménopause chirurgicale précoce, on traite jusqu'à l'âge de la ménopause physiologique, donc il n'y a pas tellement à craindre de risque d'augmentation du risque cancer du sein avec la tibolone dans cette situation. Et puis, début précoce après la chirurgie, il y a des études, ça je ne vous les ai pas montrées, qui montrent que ça ne sert strictement à rien d'attendre 6 semaines ou d'attendre 12 semaines avant de débuter le traitement hormonal quand on a eu une annexectomie bilatérale précoce pour une situation d'endométriose. Vous traitez dès le début, dès les suites de l'annexectomie. Et dans tous les cas, dans cette situation chirurgicale, et ça c'est plutôt pour nos confrères chirurgiens, mais maintenant les procédures ont vraiment été modifiées, bien sûr c'est l'importance du bilan d'extension préchirurgicale et d'identifier, comme je vous l'ai dit, les différents facteurs de risque qui sont susceptibles d'être modulés par la carence œstrogénique prématurée et la qualité de la chirurgie qui est très importante en particulier vis-à-vis du risque de récidive de lésions d'endométriose et notamment cette problématique de l'hystérectomie qui, elle, semble plus importante pour la problématique du risque de cancer de l'ovaire associé à ces patientes traitées pour endométriose. Je vous remercie. Merci beaucoup, Florence, pour ce beau topo. Des questions dans la salle? Oui. Est-ce que tu ne préfères pas en première intention plutôt un traitement œstrogénique plutôt que la tibolone, compte tenu des papiers récents qui montreraient, et notamment des recommandations des sociétés savantes sur l'émergence de l'endométriose comme facteur de risque cardiovasculaire? Je t'embête, hein? Alors ça, effectivement, cette histoire d'endométriose, risque cardiovasculaire, là, encore une fois, on n'est pas dans la même situation. On est une patiente qui a eu une annexectomie bilatérale précocement. Tu vois ce que je veux dire? Ta question, elle est plus celle d'une patiente qui n'a pas eu une procédure chirurgicale, qui a eu un traitement médical, qui arrive à la ménopause, son endométriose va mieux puisqu'elle est ménopausée. Par contre, elle est symptomatique. On va vouloir lui donner un traitement hormonal. Et là, quid du risque cardiovasculaire? Et ça, franchement, à ce jour, je suis incapable de te répondre. Là, je crois que la situation de l'annexectomie bilatérale est quand même un peu différente. Je suis pas, en clinique, vraiment, les patientes sous tibolone, elles sont plus confortables, je t'assure, qu'avec le traitement œstrogénique dans ces situations-là. Et il n'est pas question de le prolonger pendant 15 ans. Là, tu vas traiter jusqu'à l'âge de la ménopause naturelle. Après, dans la ménopause physiologique, voilà, je ne sais pas te répondre. Oui, c'est vrai que de toute façon, en ménopause, moi, le tibolone, je ne l'utilise pas. En ménopause physiologique, ou très exceptionnellement, essentiellement vis-à-vis des troubles de la libido. Donc je vais privilégier le traitement œstrogénique à très faible dose. Mais ce sur quoi je voulais insister, et c'est ce que nous a un petit peu montré le travail, mais malheureusement, on n'a pas pu, comme c'était un travail qui était anonymisé, donc on n'a pas pu interroger directement les patientes sur les raisons en particulier pour lesquelles elles avaient arrêté le traitement hormonal substitutif, puisque vous avez vu, c'était des femmes qui avaient des scores, notamment de bouffées de chaleur, qui étaient très élevés.
Et malgré ça, non seulement il n'y en avait qu'une sur 2 qui était traitée, et il y en avait une sur 3 qui avait arrêté le traitement avant qu'on les évalue. Donc de savoir si elles avaient arrêté le traitement parce qu'il était mal toléré. Et quand on est revenu sur les dossiers cliniques, sur les doses de traitement qu'avaient donné les chirurgiens, parce que c'est eux qui avaient souvent traité ces patientes immédiatement après la chirurgie, mais ces femmes avaient plutôt des fortes doses. Elles avaient des 2 mg ou des patchs à 50, et je pense que ces femmes avaient arrêté le traitement hormonal tout simplement parce qu'elles étaient en situation d'hyperestrogénie. Et c'est en ce sens-là que probablement on fait très mal en termes de prise en charge hormonale des femmes qui ont eu une ménopause chirurgicale précoce, parce qu'on les traite comme des IOP. Et je crois qu'il ne faut pas les traiter comme des IOP. Il faut les traiter avec des très très faibles doses, même s'il reste en suspens la problématique du risque cardiovasculaire. Et je suis incapable de vous répondre. Geneviève, tu le soulèves la question. Est-ce que si on fait une annexectomie bilatérale précocement chez une femme endométriosique, est-ce qu'elle va avoir le même risque cardiovasculaire qu'une IOP au même âge? Je ne sais pas. D'autres questions? Bien, tu as été parfaitement clair. Alors, on va passer à l'exposé suivant. Voilà, donc Gabriel André, vous le connaissez tous. Donc, cette fois-ci, justement, ça tombe bien, puisqu'on va parler de risque cardiovasculaire et de risque métabolique avec le diabète de type 2. Donc, quid de l'intérêt du traitement hormonal vis-à-vis de la prévention de ces deux risques? Merci, Gabriel. Je te rappelle que tu as 20 minutes. Tu en as pris 25. Bien. Intérêt du THM en début de ménopause en prévention du risque cardio-métabolique. Mes conflits d'intérêts. Voilà, donc je vais diviser ce topo en 3. Première chose, dans la fenêtre d'intervention, les œstrogènes ont un effet cardio-métabolique favorable. Deuxièmement, et c'est probablement la partie la plus neuve, les facteurs de risque propres à la femme. Et ensuite, l'énorme problématique, parce que ce n'est pas clair et pas évident, quelle femme traiter? Alors d'abord, le THM diminue la mortalité et le risque coronarien lorsqu'il est administré dans la fenêtre d'intervention. Vous voyez ici, des études randomisées, méta-analyse de salpêter, diminution significative du risque coronarien et de la mortalité. L'étude Cochrane, même chose. Et vous voyez ici que dans la WHI, alors que le risque coronarien n'était pas significativement amélioré à la fin de l'étude, à la fin des 7 ans d'études, il l'est dans le suivi après 18 ans. Donc nous avons une étude randomisée qui montre qu'il y a une réduction du risque coronarien à 18 ans après le début, alors que le traitement n'a été administré que 7 ans. Est-ce que les œstrogènes cutanés ont un avantage par rapport aux œstrogènes péros? Vous voyez ici cette revue systématique et méta-analyse, ce n'est pas significatif. Mais peut-être quand même que si nous regardons ici ce que nous montre l'étude E3N, tu as raison Sophie, nos traitements français sont quand même pas mal. Regardez l'incidence de l'hypertension artérielle dans un suivi moyen de 10 ans chez des femmes traitées au départ dans la fenêtre d'intervention. Lorsque vous donnez une voie orale, augmentation significative de l'hypertension artérielle. Lorsque vous donnez une voie transdermique, pas d'augmentation significative. Pour le progestatif, lorsque vous donnez progestérone naturel ou d'hydrogestérone, pas d'augmentation de l'incidence de l'hypertension artérielle. Lorsque vous donnez tous les autres progestatifs, il y a une augmentation significative. On est donc en droit de penser que nos traitements à la française sont quand même un peu meilleurs sur le plan cardiovasculaire, même si ce n'est pas démontré sur des études épidémiologiques. Par contre, nos traitements français et la voie transdermique est nettement meilleure concernant le risque d'AVC. Regardez ici ces données de l'assurance maladie, ce que maintenant vous connaissez bien. Avec les œstrogènes oraux, augmentation du risque d'AVC, d'autant plus que l'œstrogène est donné à forte dose. Et avec les œstrogènes transdermiques, pas d'augmentation du risque d'AVC, quelle que soit la dose administrée. Donc, avec le risque cardiovasculaire, les œstrogènes, ça marche. Qu'en est-il maintenant du risque
de diabète. Contrairement aux œstrogènes, il n'y a pas de fenêtre d'intervention pour le risque de diabète. Regardez dans l'étude WHI, qu'il s'agisse de l'étude œstroprogestative ou œstrogène seul, vous avez une réduction significative du risque de diabète. Fait important, et on ne retrouve pas ça avec le cardiovasculaire, ce bénéfice disparaît à l'arrêt du traitement. Avec le cardiovasculaire, le bénéfice perdure à l'arrêt du traitement. Pour ce qui est du diabète, le bénéfice disparaît à l'arrêt du traitement. Qu'en est-il maintenant de nos produits? Regardez, l'étude de 3e nous a montré que le traitement français réduisait le risque de diabète, et lorsque vous voyez ce qui se passe avec l'œstradiol cutané et la progestérone micronisée, moins 33% de risque. Qu'en est-il maintenant de l'insulino-résistance? Je vous montre ainsi ce travail de Lobo, malheureusement qui n'a pas eu de suite, étude prospective randomisée chez des femmes avec un syndrome métabolique qu'on hésite toujours à traiter. Si vous donnez maintenant un œstrogène transdermique, l'insuline de base est bien plus faiblement augmentée qu'un œstrogène oral, et si vous regardez l'insulinorésistance, mieux vaut donner un œstradiol transdermique. L'insulinorésistance est bien moindre qu'avec un œstradiol oral. Donc avantage pour le métabolique à l'œstradiol transdermique. La fenêtre d'intervention, effet cardiométabolique favorable. Qu'en est-il maintenant des facteurs de risque propres à la femme? La femme a des facteurs de risque qui lui sont propres vie durant. Ménarche, menstruation, contraception, SOPK, endométriose, les risques liés à la grossesse, et nous y reviendrons largement tout à l'heure, ménopause précoce dont il vient d'être question, la ménopause en elle-même lorsqu'il y a des troubles vasomoteurs, les affections rénales chroniques, les facteurs de risque traditionnels, la dépression, sa vulnérabilité, le stress psychosocial et enfin les maladies auto-immunes. Donc je prendrai 3 exemples pour illustrer cela. Premier exemple, la présence des bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur augmentent le risque cardio-métabolique, tout simplement par activation du système sympathique. Et ça l'augmente d'autant que ces bouffées de chaleur sont précoces, ça l'augmente d'autant que ces bouffées de chaleur sont intenses, et ça l'augmente d'autant que ces bouffées de chaleur durent. Et lorsque nous donnons un traitement, nous gommons les bouffées de chaleur, nous diminuons l'activation du sympathique, et nous pouvons être efficaces sur cela, et nous pouvons être efficaces par le seul fait d'arrêter les bouffées de chaleur en partie sur l'hypertension artérielle, l'augmentation de la coronopathie, le syndrome métabolique et le diabète. Donc les bouffées de chaleur, lorsque nous les gommons, c'est un point d'impact important du traitement hormonal. Le syndrome d'inflammation chronique, et les femmes font un certain nombre de maladies inflammatoires, davantage que les hommes, à cause des maladies auto-immunes, polyarthrite rhumatoïde, lupus, spondylarthrite, goutte, rhumatisme, Crohn, RCU, thyroïdite, apnée du sommeil, sclérose en plaques. Toutes ces pathologies, ce sont des syndromes inflammatoires qui vont obérer, augmenter le risque cardiovasculaire, et il faudra y faire attention lorsque le traitement sera discuté. Nous y reviendrons ultérieurement. Je prendrai simplement comme exemple la polyarthrite rhumatoïde, relativement fréquente chez la femme. Le risque vasculaire de la polyarthrite est comparable à celui du diabète. Regardez ici, dans cette étude prospective sur 4 ans, vous avez ici un risque d'infarctus de 1,7, 2,6 pour le diabète, 1,7, mais une mortalité cardiovasculaire très élevée, avec des plaques instables à 48% au lieu de 22%, avec une vulnérabilité à la rupture. Donc ces syndromes inflammatoires doivent rendre très attentifs lorsqu'il s'agira de discuter le traitement hormonal, et un bilan cardiovasculaire est bien entendu obligatoire. J'insisterai davantage sur les problèmes de la grossesse. Alors, je vais privilégier les travaux qui examinent les risques au moment de la ménopause, vers la cinquantaine, et voilà une étude prospective qui évalue ce qui se passe à un âge moyen de 57 ans sur un suivi moyen de 7 ans. Eh bien, nous voyons qu'un antécédent
d'hypertension artérielle gestationnelle, quelle qu'elle soit, est associée 20 ans après la grossesse à un vieillissement cardiovasculaire accéléré. Regardez, prévalence de l'hypertension artérielle, 63% au lieu de 25% s'il n'y a pas eu d'hypertension pendant la grossesse, coronaropathie quasi doublée. Vous voyez, 44 ans, 60 ans, donc à distance de l'hypertension artérielle de la grossesse, le risque de vieillissement cardiovasculaire perdure. Qu'en est-il maintenant des différentes étiologies de cette hypertension artérielle de la grossesse et la prééclampsie a-t-elle un intérêt propre Eh bien oui. Alors regardez, dans ce suivi moyen de 14 ans des accouchements au Danemark avec prééclampsie et hypertension artérielle de la grossesse, le risque d'hypertension artérielle, vous voyez, il est aussi important dans l'hypertension artérielle gravidique que dans la prééclampsie sévère. Si nous regardons maintenant le risque thromboembolie ultérieure, il n'est pas notable dans l'hypertension artérielle gravidique, mais regardez la prééclampsie, qu'elle soit modérée, et en plus lorsqu'elle est sévère, vous avez un risque thromboembolique. Il faut donc être très prudent dans la prescription d'une pilule œstroprogestative s'il y a un antécédent de prééclampsie. Troisième item, le risque de diabète ultérieur. Eh bien, vous voyez, lorsqu'il y a eu une hypertension artérielle de la grossesse, quelle qu'en soit l'étiologie, le risque de diabète type 2 ultérieur est multiplié par 3. Il doit donc être recherché. Qu'en est-il maintenant du diabète gestationnel? Donc le diabète gestationnel est un facteur de risque extrêmement important pour le diabète de type 2. Nous disposons de 3 méta-analyses. Je vous montrerai la dernière de von Soulaki. Un antécédent de diabète gestationnel multiplie par 10 le risque de diabète type 2 ultérieur, par 10 au-delà de 10 ans. Un diabète gestationnel ultérieur, un antécédent de diabète gestationnel est en soi, un facteur de risque cardiovasculaire. C'est ce que nous montre l'étude Cardia. 15 ans après la grossesse, nous observons un doublement des calcifications artérielles coronaires, même avec une normoglycémie. Donc, s'il y a un diabète gestationnel, ne s'occuper par après que de la surveillance glycémique et que de dépister un diabète de type 2, c'est insuffisant. Il y a un risque vasculaire propre ultérieur lié à ce diabète gestationnel, et vous voyez que l'épaisseur de l'intima média augmente et l'âge vasculaire est augmenté de 6 ans, et 25% vont avoir un diabète après 15 ans. Donc ça, c'est extrêmement important. Le maintien d'une normoglycémie chez les femmes avec un antécédent de diabète gestationnel ne diminue pas le risque cardiovasculaire ultérieur. L'hyperglycémie provoquée au cours de la grossesse est donc une opportunité de dépistage d'un futur risque cardiovasculaire, et réellement la glycémie maternelle durant la grossesse est un indicateur sensible d'un phénotype cardiométabolique sous-jacent et de son risque potentiel. Alors maintenant, quelle femme traiter? Eh bien, ce n'est pas simple. Alors, je prendrai ici les recommandations de la Société française d'hypertension artérielle, qui est servie de base à ce que le GEMVI et Geneviève Flubureau a recommandé dans les DPC GEMVI. Alors, il y a d'abord 2 situations où il n'y a pas tellement de discussion. Soit le risque est faible ou modéré, et vous voyez qu'une hypertension artérielle de grade 1 ou 2, traitée et bien contrôlée, sans autre facteur de risque cardiovasculaire, et n'est pas une contre-indication, bien entendu, au THM. Et si le risque vasculaire est faible, avec le score européen inférieur à 5, il n'y a pas non plus de contre-indication. Peu de discussion non plus s'il y a un risque élevé ou très élevé. Alors ces risques, vous les connaissez, maladie coronaire ou cérébrovasculaire, artériopathie oblitérante des membres inférieurs,
fibrillation atriale, plaque d'athérome significative documentée avec notamment une sténose de plus de 50%, insuffisance rénale modérée, un diabète, une hypercholestérolémie familiale sévère, une hypertension de grade 3, notamment s'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, et enfin un risque cardiovasculaire avec un score supérieur à 5. La discussion est importante lorsque le risque est intermédiaire. Et là, ce risque cardiovasculaire est à préciser vraiment par un avis cardiovasculaire. Alors, il y a deux types de risques, des facteurs de risque ici majeurs et d'autres certains spécifiques à la femme dont nous en avons déjà vu une partie. Insistons sur le tabagisme, soit actif, soit arrêt de moins de 3 ans, sur une hypertension grade 1 et 2 mais non contrôlée, sur une dyslipidémie traitée ou non traitée, ça doit faire l'objet d'un bilan cardiovasculaire avant de décider un traitement, sur l'importance des éléments familiaux de maladies cardiovasculaires du premier degré inférieur à 55 ans chez l'homme et moins de 65 chez la femme, un antécédent familial d'AVC au premier degré de moins de 45 ans, et enfin une obésité abdominale. Ces risques, d'autres risques sont plus spécifiques de la femme, nous en avons vu déjà un certain nombre, notamment l'hypertension artérielle de la grossesse et le diabète gestationnel. La migraine avec aura, qui est vraiment une contre-indication à pilostrogestative et doit faire l'objet d'une évaluation cardiovasculaire avant traitement. Une ménopause avant 40 ans, bien entendu, d'autant qu'elle n'aura pas été traitée et que le risque cardiovasculaire aura augmenté. Un syndrome métabolique, une athérosclérose infraclinique, si la plaque est inférieure à 50%, il y a possibilité de traitement, mais très certainement avec une expertise cardiovasculaire sérieuse. Les maladies systémiques auto-immunes dont nous avons parlé très rapidement, les maladies inflammatoires chroniques, la sédentarité et la désadaptation vasculaire à l'effort. Alors finalement, que faire? 3 choses. Dans la fenêtre d'intervention, le THM apporte un bénéfice. Ce bénéfice est cardiovasculaire et le suivi post-traitement de la WHI est en faveur d'une protection à long terme. Cette protection à long terme est cardiovasculaire, mais en ce qui concerne le métabolique, la protection disparaît à l'arrêt du traitement. Mais la preuve finale doit être apportée par une étude randomisée pour que l'on puisse dire que le traitement hormonal protège du risque cardiovasculaire. Nous ne pouvons pas encore donner le traitement pour une protection, c'est malheureusement encore un bénéfice accessoire parce que nous attendons toujours cette étude randomisée, si tant est qu'elle viendra, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'éléments pour penser que c'est positif. Ensuite, il y a des facteurs de risque propres à la femme. Alors, ces facteurs de risque sont une aide à la détection des femmes avec un risque cardiovasculaire prématuré. Il faut les reconnaître au moment de la périménopause, c'est déjà bien, mais il faut surtout s'occuper de ces risques cardiovasculaires avant. Et il faudrait une politique de prévention continue. Après une grossesse pathologique, le risque de diabète de type 2 et d'accident cardiovasculaire persiste vie durant, même si les risques sont majorés durant le postpartum. Il y a vraiment nécessité, à 3 mois du postpartum, d'effectuer un bilan complet, une hyperglycémie provoquée et un bilan cardiovasculaire suivi d'une évaluation tous les 3 ans et d'une surveillance tensionnelle annuelle. Il faut dépister et traiter. Mesures d'hygiène, c'est fondamental. Médicaments, bien évidemment. Et ce traitement et ce dépistage de ces facteurs de risque, c'est le meilleur moyen pour discuter plus sereinement d'une prescription d'un THM, parce que lorsque nous arriverons en ménopause, le bilan cardiovasculaire sera bien meilleur que si ces pathologies n'ont pas été dépistées et traitées. Il apparaît donc clairement la nécessité d'un suivi en postpartum, un suivi en postpartum aujourd'hui quasi inexistant,
mais les modalités sont encore à définir. Est-ce que c'est le médecin généraliste qui doit s'en occuper? Est-ce que c'est les gynécologues? Est-ce que c'est l'endocrinologue? Mais réellement, dans les pathologies vasculaires de la grossesse, le suivi chronique au long cours est absolument nécessaire et pour l'instant, il est malheureusement encore trop souvent lettre morte. Enfin, quelle femme traiter? Et c'est là le chapitre probablement le plus délicat. Le THM peut être bénéfique avec une coronaropathie débutante et dangereux avec des lésions avancées. Donc ce sont les lésions avancées qu'il faut dépister. Comment éliminer les candidates au THM qui sont à risque? Alors effectivement, ce risque est difficile à apprécier. C'est souvent basé, les recommandations, sur des avis d'experts. Les facteurs traditionnels sont relativement peu informatiques et il est nécessaire d'avoir un bilan cardiovasculaire complet. Il est nécessaire, dans ces risques intermédiaires, d'avoir un avis cardiologique. Il y a effectivement des marqueurs plus pertinents. On n'utilise pas suffisamment en France les calcifications artérielles coronaires, dire les CAC. Les CAC, c'est un excellent marqueur. Un des CAC en dessous de 100, le risque est faible. Des CAC au-dessus de 100, le risque est x6. Ces CAC, c'est relativement facile à faire. Malheureusement, c'est 160 €. C'est un scanner, temps d'acquisition 5 secondes, irradiation, l'équivalent d'une radio de thorax. Mais dans ces risques intermédiaires, cela peut permettre de reclassifier des patientes à haut risque et des patientes à bas risque. L'épaisseur intima médiane au niveau de la carotide est également intéressante et l'échogénicité de la paroi artérielle est un facteur nouveau dont il faudrait se servir davantage. La structure de la plaque peut amener une information indépendamment de sa présence et de son épaisseur. Il importe donc de prédire le risque aussi précisément que possible. Et si vous voulez en savoir plus, dans la Revue Rouge, il y a ce bon papier du GEMVI et du CNGOF qu'a écrit Geneviève et Claire, dont je vous recommande la lecture pour plus d'informations. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Je ne me fais pas gronder par la présidente. Des questions? Aucune question? Ah, ouf. Madame, attendez, on va vous passer un micro, comme ça tout le monde va pouvoir entendre votre question. Quelle est la prescription exacte sur l'ordonnance pour le CAC? Et à qui adressons-nous les patientes? Alors, il faut d'abord une boutique qui le fait. Il y a des centres qui les font et des centres qui ne les font pas. Hein? C'est calcification artérielle, mesure des calcifications artérielles coronaires par scanner. Donc, c'est une prescription essentiellement du cardiologue. Hein, il n'y a pas de raison, nous pouvons nous aussi la prescrire, mais c'est... Non, c'est pas le cardiologue qui prescrit. On peut la prescrire, on est bien d'accord, mais ça passe dans le bilan cardiologique. Il faut inciter le cardiologue à la demander. Je mettrai un petit bémol par rapport à ça, compte tenu des délais de rendez-vous qu'il y a souvent avec nos amis cardiologues. Moi, je prescris très souvent, systématiquement, au moins l'échographie Doppler artérielle et notamment les troncs supraortiques. Bon, après le scanner coronarien calcique, moi, j'en suis un peu revenue. Parce qu'à part les grosses fumeuses, franchement, pour trouver des stores d'Agatstone positifs chez des femmes qui n'ont pas d'autres facteurs de risque majeurs, c'est-à-dire qui débutent leur ménopause, alors certes, hein, il l'a bien dit, ces facteurs de risque émergents, mais franchement, à part les très grosses fumeuses en début de ménopause, moi je trouve que c'est un score qui n'est pas hyper pertinent. Mais ceci étant, parfois ça permet de gagner du temps, c'est-à-dire la femme, elle va aller chez le cardiologue avec déjà ses examens, vous voyez, par rapport à ça. C'est le seul petit bémol peut-être. Et dans le suivi d'un THM depuis plus de 10 ans, est-ce que ça a un intérêt? Pour initier un traitement hormonal après 10 ans de ménopause? Non, après 10 ans de traitement. Non, pas du tout. Pas du Là, tout. la balance bénéfice-risque du traitement de longue durée, c'est avant tout le sein, c'est plus le risque cardiovasculaire. Hein. Si vous l'avez débuté de manière satisfaisante, si elle n'a pas développé des facteurs de risque émergents pendant la prise du traitement, bien évidemment, si elle fait une hypertension artérielle, parce qu'on peut avoir une hypertension artérielle pour une ou toute autre raison que la ménopause, si elle développe d'autres facteurs de risque, là, je vais réévaluer le principe du traitement hormonal. Mais chez une femme, c'est-à-dire pour la seule raison de la durée du traitement hormonal, vous n'avez pas de raison de faire de bilan cardiovasculaire. C'est juste le suivi mammaire.
et endométriale. La balance bénéfice-risque, c'est avant tout le risque de cancer du sein attribuable au traitement hormonal, oui. Enfin, je parle sous le contrôle de mes amis cardiologues. Geneviève, si vous écoutiez les questions, vous pourriez peut-être répondre aussi, là. Mais Geneviève, tu demandes des CAC, toi, ou pas du tout? En fait, on est un peu privilégiés, nous, parce qu'on a monté un circuit cardio-gynéco, comme Claire essaye de les monter un petit peu dans toute la France. Alors, c'est vrai que moi, je suis hospitalière, et donc, en fait, quand on évalue le risque cardiovasculaire en consultation, c'est-à-dire qu'il y a une préclampsie, une obésité, un diabète gestationnel, en fait, nos patientes font des HDJ, en l'occurrence à l'Hôtel-Dieu, parce qu'on est cardio-gynéco. Il y a une de nos gynécologues qui organise avec les cardiologues, et c'est en fait le cardiologue qui va décider les examens précis faits dans le contexte et en fonction de tout ce qu'on va trouver en hôpital de jour. Et c'est vrai que très souvent, le score calcique est peu prédictif et qu'on peut aller jusqu'au Coroscan, qui semble être l'examen le plus performant. Mais ça, c'est une décision de cardiologue, d'où l'importance vraiment de travailler ensemble, en fait. Mais il est cher, le Coroscan, non? Oui, mais quand il est nécessaire, il est vraiment rentable. Le problème, c'est qu'en début de ménopause, les plaques, elles ne sont pas calcifiées. Et que donc, effectivement, par le Coroscan, il n'y a aucun autre moyen de le savoir. Hein. Mais c'est vrai que c'est une décision de cardiologie et en plus de cardiologues qui connaissent le risque cardio-métabolique de la femme ménopausée. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Même si de plus en plus, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, hein, grâce effectivement aux actions de Claire Mounier-Veillé et d'autres, de votre équipe à Paris. Mais c'est vrai que moi, par exemple, sur la région toulousaine, j'ai énormément de difficultés à avoir un circuit cardio-gynéco efficient, c'est-à-dire avec des cardiologues qui sont prêts à aller jusqu'au coroscanner si effectivement la patiente elle a ces facteurs de risque qui ne sont pas toujours connus par les cardiologues. Il n'y a pas qu'à Toulouse, hein, nous aussi on a des difficultés. Vous êtes trop privilégiés. Voilà, on essaye de... oui, on est privilégiés, mais je suis désolée. Mais on essaye vraiment de développer ces circuits et de développer chez les cardiologues l'interaction avec les gynécos. Gabriel, donc je te félicite pour ton exposé là qui était parfaitement clair et sur le fait que tu as insisté sur les marqueurs gravidiques et que chaque gynécologue qui prend en charge une femme ménopausée devrait rappeler les antécédents d'accouchement et comment sont déroulées la grossesse avec le diabète gestationnel, l'hypertension et la prééclampsie. Par contre, j'étais un peu étonné que tu insistes sur la prise en charge du postpartum et je voudrais que tu nous précises cela parce que dans le postpartum, les femmes ont tellement de choses à s'occuper, en particulier de leur enfant. Je ne vois pas comment tu peux améliorer la prise en charge du postpartum chez ces femmes. Excuse-moi, Gabriel, mais tu me regardes, alors je vais répondre. En fait, il y a des données de l'assurance maladie, là, puisqu'il y a une cellule à Santé publique France qui s'occupe beaucoup de santé cardiovasculaire et ils sont en train de publier beaucoup de papiers sur justement ce qui se passe en postpartum avec une augmentation dans le contexte de la prééclampsie, du risque d'AVC, de thrombose veineuse et d'infarctus du myocarde. Donc effectivement, il y a une diffusion de cette information et une prise en charge donc, et dans les équipes d'obstétrique de plus en plus de prise en compte et d'orientation vers des cardiologues et une information vers le médecin généraliste et la gynéco pour effectivement suivre ces patientes de façon extrêmement précise en fait, hein, juste après l'accouchement. Mais les suivre au long cours et bien insister sur le fait que effectivement c'est un facteur de risque cardiovasculaire et que ces patientes-là il faut faire extrêmement attention. Donc une surveillance, comme on surveille les femmes à haut risque cardiovasculaire. Oui, je n'ai pas eu le temps de le montrer, mais c'est tout à fait vrai. Le risque dans le postpartum, AVC, diabète et infarctus est encore majoré par rapport à ce qu'il est. Il est décrescendo après, même s'il persiste vie durant. Donc il faut s'occuper du postpartum et il faut s'occuper vie durant. Mais il est maximum dans les 3 ans qui suivent le postpartum. Donc il faut s'en occuper. C'est notre boulot. Donc une des conséquences, et on le voit bien, c'était le travail qui avait été publié il y a 3 ans dans le New England sur le risque thromboembolique
du postpartum, ce risque thromboembolique existe jusque 15 semaines après l'accouchement. Et très clairement, il faut éviter de donner une contraception orale estroprogestative avec l'éthyliestradiol chez ces femmes dans les 15 semaines qui suivent l'accouchement. Donc on va donner maintenant la parole au docteur Christine Rousset-Jablonski qui va également vous traiter un sujet qui souvent interpelle la problématique de la mise en route du traitement hormonal, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir prescrire un traitement hormonal après la survenue d'un cancer gynécologique. Merci beaucoup Florence pour cette introduction et merci à tous les membres du GMV pour cette invitation. Donc on va parler du THM après cancer gynécologique. Donc je ne vais pas du tout parler de cancer du sein, je vais vraiment parler des cancers gynécologiques, donc pelvis. Donc on va voir dans un premier temps les particularités de la ménopause après cancer gynécologique, puis on verra ce qu'on peut faire après cancer de l'endomètre, après cancer de l'ovaire et après les tumeurs malignes rares, et puis les autres cancers gynécologiques. Donc les particularités de la ménopause après cancer gynécologique, on en a déjà un petit peu parlé, enfin beaucoup parlé même, au cours de la première session et puis à nouveau au cours de cette session, dans le cas d'une ménopause précoce, puisque certains cancers gynécologiques surviennent chez des patientes qui ont moins de 40 ans. Quand on est chez des patientes entre 40 et 45 ans, on a aussi donc une ménopause avancée. On peut aussi avoir des particularités en lien avec l'âge simplement, avec parmi les conséquences d'une ménopause classique, un peu plus de risque de ménopause symptomatique, qui peut aussi être accentuée par le fait d'avoir une ménopause chirurgicale, qui entraîne plus de risques d'avoir des ménopauses symptomatiques. Et puis, donc sur les risques osseux, les risques cardiovasculaires, donc là aussi une augmentation si c'est des ménopauses qui surviennent précocement et un risque plus important cardiovasculaire si c'est une ménopause chirurgicale. Et puis, il y a plusieurs particularités qui sont vraiment liées là au contexte de la prise en charge du cancer et plus vraiment à l'âge. C'est par rapport aux fonctions cognitives. Donc, il commence à y avoir certaines littératures sur l'impact cognitif à long terme, enfin à court, moyen et probablement long terme des chimiothérapies, ce qu'on appelle le chemobrain, qui entraîne en fait des troubles cognitifs qui seraient probablement un peu plus accentués donc, quand on a reçu une chimiothérapie et qui peut être aggravé par le contexte de ménopause. Et puis il y a toutes les problématiques génito-urinaires, notamment chez les femmes qui vont recevoir une radiothérapie pelvienne ou une curithérapie, où là on va avoir vraiment des problématiques de sécheresse vaginale qui vont être nettement accentuées, même parfois de sténose vaginale, et puis des troubles de la libido, et ça on sait vraiment maintenant qu'après cancer, après tout cancer confondu, il y a des conséquences au niveau de la sexualité, au niveau de la libido, ça a été démontré dans les études Vican. Et en particulier pour les cancers gynécologiques, puisque les traitements vont avoir une toxicité locale particulière. Donc pour toutes ces raisons, c'est quand même des femmes qui ont des ménopauses un peu plus, qui peuvent un peu plus faire parler d'elles et qu'on va avoir envie de prendre en charge. Alors après cancer de l'endomètre, donc le cancer de l'endomètre, ça va être une situation un peu complexe. C'est pour autant le cancer gynécologique le plus fréquent, avec un risque cumulé pour les femmes nées dans les années 50 de 1,6% et qui concerne 25% de femmes préménopausées. Donc on va avoir quand même un certain nombre de femmes qui vont être ménopausées suite à la prise en charge de ce cancer de l'endomètre. Et 5% des cancers de l'endomètre surviennent avant l'âge de 40 ans. Donc là, on va être vraiment dans la situation d'une ménopause précoce. Alors, le cancer de l'endomètre le plus fréquent, c'est l'ex-classification type 1 ou adénocarcinome endométrioïde. Donc, ce sont des cancers qui expriment des récepteurs hormonaux, donc qui sont clairement favorisés par les œstrogènes ou par une mauvaise balance œstroprogestative, qui sont plutôt de bons pronostics. Donc ça, c'est des femmes qui vont vivre longtemps après le traitement de leur cancer de l'endomètre, et donc il va y avoir une ménopause qui va durer dans le temps et qu'on va avoir envie de prendre en charge. Et puis moins fréquents, donc les cancers type 2 qui regroupent les papillaires séreux, les cellules claires, carcinosarcomes, qui eux n'expriment pas les récepteurs hormonaux et qui sont de moins bons pronostics. Alors,
quand on a plusieurs situations différentes. Quand on va diagnostiquer un cancer de l'endomètre chez une patiente qui est sous THM, clairement, les recommandations sont d'arrêter le THM, au moins le temps du traitement. Et la question ensuite, ça va être qu'est-ce qu'on fait chez une femme soit qui était déjà ménopausée mais qui va être très symptomatique après l'arrêt du traitement, ou chez une femme jeune qui n'était pas ménopausée et qui devient ménopausée suite au traitement du cancer de l'endomètre. Donc comme on l'a vu, on va avoir des conséquences particulières avec des ménopauses particulièrement symptomatiques, surtout quand on va avoir une radio ou une curithérapie associée. Et comme on le sait, donc on en a également parlé pas mal pendant ces sessions, que c'est un cancer donc, qui est induit par l'hyperœstrogénie, qui est vraiment un facteur de risque classique. Donc toutes les situations d'hyperœstrogénie relative, notamment les SOPK avec anovulation, ou les THM par œstrogène seul. Et donc il y a toujours ce lien hormones et cancer endométrioïde. Alors, qu'en est-il après cancer de l'endomètre? On a donc quand même un certain nombre d'études qui ont évalué l'impact d'un THM après cancer de l'endomètre. Alors, ici, sont listées des études de cohorte et les études cas contrôle qui sont donc avec des traitements variés, puisque certaines femmes ont été traitées par œstrogène seul, d'autres par des associations œstroprogestatives avec des durées de suivi qui sont variables. Et parmi ces études, aucune en fait n'a retrouvé d'augmentation des risques de récidive de cancer de l'endomètre chez les femmes qui prenaient un THM après cancer de l'endomètre. Alors vous voyez que c'est des tout petits chiffres, il y a assez peu de cas de récidive. C'est des études qui ont des effectifs qui sont peu importants, donc il n'y a pas beaucoup d'événements, il y a souvent des mises en place de traitements longtemps après le diagnostic. Donc ce sont des études qui ne nous permettent pas d'être complètement rassurés. Voilà, on n'a pas de signal négatif, mais ça reste insuffisant pour nous rassurer complètement. Il y a eu donc un essai randomisé contre placebo qui a évalué donc l'impact sur le risque de récidive d'un THM par œstrogène seul versus placebo. Et malheureusement, cette étude a été arrêtée prématurément. Ils ont eu des difficultés à inclure dans cette étude. Ils ont subi de plein fouet les premières publications de la WHI et donc les patientes ne souhaitaient plus entrer dans l'étude. Et ils avaient aussi inclus beaucoup de patientes qui avaient des cancers de bon pronostic, donc ils ont eu très peu de récidives finalement. Et donc, ils n'ont pas trouvé de différence entre les deux groupes, mais clairement, il n'y avait pas du tout la puissance nécessaire pour pouvoir conclure. Donc, ça n'a pas permis vraiment de conclure sur la sécurité d'utilisation du THM. En tous les cas, à ce jour, on n'a pas de preuve d'un effet néfaste d'un THM dans les études cliniques. Donc à ce jour, les recommandations après cancer de l'endomètre en pratique, donc dans les recommandations internationales, ce qu'il ressort, c'est que clairement, actuellement, il n'y a pas suffisamment de données pour pouvoir conclure qu'il n'y a pas de risque à prendre un THM après cancer de l'endomètre. Mais actuellement, les données disponibles ne retrouvent pas d'effet délétère. En sachant que les études disponibles concernent essentiellement des cancers de stade limité et plutôt de bon pronostic. Alors en France, on a des recommandations qui sont un petit peu contradictoires. Pour l'Agence du médicament, alors ça date un petit peu de 2006, mais il n'y a pas vraiment eu de réévaluation et c'est toujours ce qui figure sur les notices des traitements hormonaux, c'est que c'est théoriquement une contre-indication. Par contre, l'INCa, en 2010, dans les recommandations sur la prise en charge du cancer de l'endomètre, avait noté pas de contre-indication à un THS uniquement œstrogénique chez les femmes de moins de 50 ans. Alors cette recommandation, elle reposait pas du tout sur la littérature. On avait encore peu d'études observationnelles et pas l'essai randomisé. Donc ils n'avaient pas vraiment justifié cette recommandation, qui paraît peut-être un petit peu presque trop laxiste. Le Collège des gynéco-obstétriciens américains, eux, ont une attitude plus modérée qui paraît probablement plus adaptée, qui est de dire qu'on peut éventuellement le discuter, mais qu'il faut, si on l'envisage, réserver ces prescriptions à des femmes qui ont des cancers de stade limité, bien différenciés, donc plutôt de bons pronostics, en leur expliquant quand même que les données de la littérature sont encore peu nombreuses et qu'on a quand même un petit degré d'incertitude. Donc ça va concerner vraiment des femmes qui ont des ménopauses très symptomatiques ou qui ont des ménopauses précoces avec une envie vraiment de prévenir en fait les risques cardiovasculaires et osseux.
Donc ça peut éventuellement être évoqué au cas par cas, vraiment dans le cadre d'une décision médicale partagée, et puis après validation en RCP, et ça concernera vraiment des femmes avec des tumeurs de bon pronostic. Donc ça, c'était le cancer, on va dire, qui est le plus, pour lequel c'est le plus discuté, pour lequel il y a le plus de problématiques, et où ça vaut le coup vraiment de prendre des avis auprès d'équipes expertes. Alors si on décide de prescrire un THM, donc on va être un peu dans la même problématique que pour l'endométriose, alors sauf que là on a quand même moins de données. Dans l'endométriose, il commence quand même, enfin on a les idées peut-être un petit peu plus claires. Là, si on décide de prescrire un THM, on est un peu dans la discussion, qu'est-ce qu'il faut prescrire? Est-ce qu'on peut donner des œstrogènes seuls, puisqu'elles ont plus d'utérus, ou est-ce qu'on va donner plutôt des œstroprogestatifs, puisque vous savez que sur le risque de développer un cancer de l'endomètre, donc chez des femmes en population générale qui prennent un THM, donc les traitements par œstrogènes seuls clairement entraînent une augmentation significative du risque de cancer de l'endomètre. Donc est-ce que c'est prudent de donner un traitement par œstrogène seul? Est-ce qu'il vaut mieux donner un traitement combiné, un traitement œstroprogestatif? Et puis si on donne un traitement œstroprogestatif, alors là pour le coup, est-ce qu'on va donner plutôt un combiné ou un séquentiel? Alors là on va plutôt avoir tendance à prescrire un traitement combiné, puisqu'on l'a vu aussi ce matin, entre traitement combiné et traitement séquentiel, on a quand même une différence. On a dans certains schémas séquentiels une augmentation du risque, alors qui peut dépendre du type de progestatif et de la durée de prise de ce progestatif, mais là dans ce contexte après cancer de l'endomètre, si on donne un traitement œstroprogestatif, clairement, on va plutôt donner un traitement combiné continu. Donc ça, c'était pour le cancer de l'endomètre. On va maintenant passer au cancer de l'ovaire, où là, on a déjà un petit peu plus de données et donc une attitude plus consensuelle, on va dire. Donc le cancer de l'ovaire, ça concerne 4500 nouveaux cas par an en France, avec un âge moyen au diagnostic de 57 ans, mais 13% des femmes qui sont âgées de moins de 50 ans, là aussi donc avec des problématiques de ménopause particulières. La survie du cancer de l'ovaire, elle s'est quand même très nettement améliorée, notamment avec les traitements par inhibiteurs de PARP chez les femmes qui présentent des mutations soit germinales, soit somatiques, et avec les anti-angiogéniques, enfin vraiment voilà, les pronostics du cancer de l'ovaire n'est plus le même qu'il y a une dizaine d'années. Donc il faut quand même penser maintenant qu'on a un certain nombre de patientes qui vont vivre longtemps après cancer de l'ovaire. Alors quand on parle de cancer de l'ovaire, en fait ça regroupe beaucoup de maladies qui sont en réalité très différentes. Les cancers les plus fréquents, c'est les cancers épithéliaux, donc c'est 90% des tumeurs de l'ovaire, avec la plus fréquente, donc c'est les adénocarcinomes séreux, et en particulier l'adénocarcinome séreux de haut grade. Donc ça c'est le cancer de l'ovaire classique, entre guillemets. Ensuite on a les histologies épithéliales un peu plus rares, donc les mucineux, les endométrioïdes, cellules claires, et puis les encore plus rares. Et puis on a les tumeurs non épithéliales, où là aussi on va avoir des maladies très différentes. Les tumeurs germinales, qui ne sont pas du tout hormonosensibles, les tumeurs du stroma et des cordons sexuels, qui elles sont clairement hormonosensibles, donc les tumeurs mixtes qui vont être hormonosensibles, et puis ensuite donc des tumeurs très rares. Alors pour ce qui est des cancers épithéliaux, donc au sein des cancers épithéliaux, donc je vous ai dit on peut les classer soit séreux ou autres avec les autres sous-types, soit on peut les classer en types, donc le type 1 qui correspond en fait principalement à des tumeurs de bas grade ou des tumeurs bien différenciées, donc ça va être les séreux de bas grade, les endométrioïdes, les cellules claires, les mucineux, les tumeurs à cellules de Brenner, qui sont des lésions, des tumeurs d'évolution lente, souvent de meilleurs pronostics, avec une faible chimiosensibilité, mais qui vont avoir potentiellement une hormonosensibilité, notamment pour les tumeurs séreuses et les endométrioïdes. De l'autre côté, on a les cancers de type 2, qui là sont plutôt les hauts grades, donc les hauts grades séreux, hauts grades endométrioïdes, indifférenciés, carcinosarcomes, qui là sont des tumeurs plus agressives, avec une bonne chimiosensibilité et une moindre hormonosensibilité. Donc là aussi, il faut vraiment aller dans le détail de la NAPAT pour savoir ensuite ce qu'on va pouvoir faire au niveau de la prise en charge de la ménopause. Alors quand on regarde de façon globale le risque de développer un cancer de l'ovaire chez des femmes qui prennent un THM, donc il y a eu une méta-analyse en 2015 du Lancet qui a repris donc, les données individuelles de 52 études sur risque de cancer de l'ovaire et THM, et donc on sait que
globalement, la prise d'un THM est associée à une augmentation du risque de cancer de l'ovaire, à la fois pour les utilisatrices en cours et pour les ever users. On a pour les durées prolongées également un surrisque qui semble se dessiner pour les past users. Tout ça pour vous dire qu'il y a eu du coup une arrière-pensée sur le fait de pouvoir prescrire un THM après cancer de l'ovaire à cause de ces données, alors qu'en fait, après cancer de l'ovaire, pour le coup, contrairement à l'endomètre, on a des données d'essais randomisés bien conduits qui nous montrent qu'on n'a pas d'augmentation du risque. Donc voilà ces essais randomisés. Donc ici, c'était une méta-analyse publiée en 2015 qui a repris donc 4 études de cohorte et 2 essais randomisés sur THM après cancer épithélial de l'ovaire, principalement séreux de haut grade, qui ne retrouvent pas d'augmentation des risques à la fois de récidive ou de décès. On a même une amélioration de la survie globale, probablement par la prévention cardiovasculaire et osseuse, et pas d'augmentation des récidives, y compris dans les tumeurs de stade avancé. Donc là, ils ont fait des analyses en sous-groupes dans les stades 3 et 4. Là non plus, on ne majore pas le risque de récidive. Et puis, un autre essai randomisé qui n'avait pas été inclus dans la méta-analyse, parce qu'il a été publié juste après, qui a évalué donc, le THM après cancer épithélial de l'ovaire. Alors là aussi, ils avaient inclus principalement des séreux qui étaient donc majoritairement de haut grade, mais là, il y avait aussi d'autres types histologiques. Et donc là, ils ont randomisé 75 femmes THM, 75 femmes pas de THM. Et là également, ils retrouvent une amélioration de la survie globale. Et là, il y a aussi une amélioration de la survie sans récidive chez les femmes qui utilisent un THM. Donc vraiment des données qui sont rassurantes sur l'utilisation de THM après cancer de l'ovaire, encore une fois, principalement séreux de haut grade. Donc du fait de toutes ces données de la littérature, on a donc maintenant des recommandations qui sont toutes consensuelles, à la fois de l'INCa, du CNGOF, du réseau Tumeurs Rares et du groupe Gynéco, qui conclut qu'après un adénocarcinome séreux de haut grade, on peut tout à fait prescrire un THM, que pour les femmes de moins de 45 ans, du fait des bénéfices cardiovasculaires et osseux, il est recommandé de proposer un THM. Et pour les femmes de plus de 45 ans, ça va être en fonction de la symptomatologie climatérique, mais on peut tout à fait prescrire un THM s'il y a une symptomatologie climatérique ou voilà, une indication à mettre en place de traitement. Donc ça, c'est pour les séreux de haut grade. Ensuite, donc, je vais vous parler du mucineux, qui est le deuxième plus fréquent cancer de l'ovaire. Alors là, on a quelques données aussi spécifiques sur THM après adénocarcinome mucineux, qui sont par contre des petites études où on a, en fait, c'est des sous-groupes au sein des études de patientes qui avaient ce type histologique et qui ne retrouvent pas d'augmentation, là non plus significative, avec là aussi une amélioration de la survie sans récidive pour cette étude. On a, pour les ADK mucineux, on se repose aussi sur les données là, de risque de développer un cancer de l'ovaire chez les femmes traitées par THM, où on sait que finalement les types mucineux sont des sous-types histologiques qui ne sont pas du tout impactés par la prise d'un THM. Quand on voit donc au-dessus qu'on a une augmentation pour les sous-types séreux et endométrioïdes, les mucineux et les cellules claires sont des types histologiques qui n'expriment pas les récepteurs hormonaux ou qui sont en tout cas pas favorisés par la prise d'un traitement hormonal. Donc là aussi, les recommandations sont consensuelles, à la fois pour le groupe Gynéco, le réseau TMRG et le CNGOF, sur le fait qu'il n'y a pas de contre-indication à un THM après ADK mucineux. Pour les autres types histologiques, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque sous-type histologique, simplement pour vous dire que donc, les sous-types qui sont hormonosensibles et qui nous préoccupent, pour lesquels on va avoir une contre-indication relative ou absolue au THM, ça va être tous les types de cordons sexuels, granulosa et autres, et puis les épithéliales rares séreux de bas grade et endométrioïdes, qui là aussi sont des sous-types qui sont hormonosensibles. Alors pour certains sous-types, on peut éventuellement discuter au cas par cas quand c'est des stades 1A notamment, mais là ça va être vraiment du cas par cas. Alors c'est vrai que pour ces types histologiques, je vous recommande quand même de faire appel au réseau Tumeurs Rares
pour 2 raisons. La première, ça va être la relecture anatomopathologique. Donc c'est vrai que Geneviève disait tout à l'heure qu'ils ne faisaient pas systématiquement appel au réseau, mais à l'hôpital Cochin, encore une fois, ils ont des anapathes qui sont des anapathes experts. Donc là, on est sûr finalement que leur diagnostic histologique est le bon, mais ce sont quand même des tumeurs qui sont rares et difficiles à diagnostiquer pour les anapathes. Donc il y a une vraie plus-value à faire appel au réseau tumeur rare pour qu'il y ait une relecture anapathe et qu'on ait une certitude sur le diagnostic. Il y a souvent en fait des reclassifications et ça change tout pour la prise en charge de la ménopause. Et puis vous pouvez aussi faire appel au site des tumeurs rares pour discuter justement des indications de traitements hormonaux ou de PMA éventuellement ou de contraception. Alors, pour les autres types de cancers gynécologiques, je vais faire très bref. Dans le cadre du cancer du col épidermoïde ou dans le cancer de la vulve ou du vagin, donc ce sont des cancers liés à l'HPV qui n'ont pas du tout d'hormonosensibilité. Il n'y a clairement aucune arrière-pensée pour mettre en place des traitements hormonaux de la ménopause s'ils sont justifiés. Pour les ADK du col, la situation est un peu différente. Alors, c'est aussi des cancers qui sont liés à l'HPV pour lesquels on n'a pas les facteurs de risque hormonaux ne sont pas des facteurs de risque de développer ces cancers. Néanmoins, ils expriment quand même les récepteurs hormonaux et donc on va plutôt avoir une attitude comme dans l'endomètre. Ça va être plutôt de la discussion vraiment au cas par cas en fonction du stade, en fonction de l'âge et de l'indication en fait, du THM. Et puis, donc, pour les sarcomes, alors là, ça va dépendre aussi du sous-type de sarcome, puisqu'on a des sarcomes qui vont être œstrogénosensibles, notamment les sarcomes du stroma endométrial, les carcinosarcomes, pour lesquels il y aura clairement une contre-indication aux traitements hormonaux. C'est des tumeurs parfois qu'on traite avec des anti-œstrogènes. Et à l'inverse, les léomyosarcomes sont des tumeurs qui ne sont pas hormonosensibles et qu'on va en général pouvoir substituer. Donc pour conclure, les ménopauses après cancer gynécologique sont des ménopauses avec des risques spécifiques. Donc il faut vraiment suivre ces patients, prendre en charge les ménopauses. Pour ce qui est des traitements hormonaux, ça va être pour les endomètres, pas de traitements hormonaux dans les stades avancés, donc supérieur au stade 1. Pour les stades 1, on peut le discuter au cas par cas. Pour les cancers de l'ovaire, pour les séreux de haut grade, oui, pas de problème. Pour les mucineux, oui, pas de problème. Et puis pour les autres sous-types, donc comme je vous l'ai expliqué, ça va vraiment dépendre du sous-type plus précis. Et puis là aussi, ce sera de la discussion au cas par cas. Je vous remercie de votre attention. Merci Christine pour cette mise au point extensive et très détaillée. Est-ce que vous avez des questions ? Alors au fond, madame, prenez un micro. On va vous passer le micro au fond. Ah. Bonjour. C'est peut-être pas tout à fait dans le sujet, mais ce qui m'a frappé sur votre diapositive sur le cancer de l'endomètre, c'est que vous disiez qu'il y avait une femme sur 4 qui n'était pas ménopausée. Et du coup, ça veut dire qu'on parle de patientes entre 40 et 50 ans qui ont des ménorragies, j'imagine. Comment est-ce que vous faites vraiment, quelle est votre indication d'une biopsie de l'endomètre chez ces patientes Alors, ça va plutôt être des métrorragies, du coup, qui vont être le symptôme qui va nous alarmer sur ce diagnostic. C'est plutôt les métrorragies. Du coup, toutes les métrorragies entre 40 et 50 ans, on fait une biopsie d'endomètre. Alors, je pense que de toute façon, toute métrorragie doit être explorée. Et puis ensuite, on va avoir une attitude qui va dépendre en fait de ce qu'on va trouver. On va commencer par une échographie pelvienne. Et ensuite, en fonction de ce qu'on va trouver à l'échographie pelvienne et du contexte contraceptif ou hormonal, on va avoir des cut-offs d'épaisseur d'endomètre qui vont nous permettre de savoir s'il faut aller explorer. Après, je pense qu'une patiente qui a des métrorragies de façon répétée, même si vous avez une échographie pelvienne qui est normale, je pense qu'il faut explorer et aller vers l'hystéroscopie diagnostique. D'accord. Je vous remercie. Je crois qu'il y avait des questions de ce côté d'abord. Si on peut passer les micros. Merci. Vous avez parlé du coup du traitement hormonal, mais est-ce que vous avez la même attitude pour les traitements locaux ? Vous parliez de la problématique des traitements locaux. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir leur mettre des traitements même œstrogéniques locaux. Et quand elles lisent les notices,
elles partent un peu en panique, alors que nous, on serait peut-être plutôt rassurants de ce côté-là? Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que voilà, c'est difficile de parler de tout, mais pour les traitements hormonaux locaux, l'attitude elle est probablement un petit peu comme dans le cancer du sein, c'est-à-dire que si vous avez un type de cancer pour lequel vous avez contre-indiqué un traitement systémique, le traitement œstrogénique local, ça va plutôt être de la deuxième intention, c'est-à-dire qu'on va vraiment plutôt essayer de privilégier les traitements locaux non hormonaux, et puis ensuite, si le traitement non hormonal n'est pas efficace, on peut envisager un traitement hormonal local. Ou alors, ce qui peut se faire aussi, c'est discuter des traitements hormonaux locaux sur des durées courtes, le temps qu'elle récupère en fait une activité sexuelle et qu'elle récupère un petit peu. Mais c'est vrai que si vous avez contre-indiqué un traitement systémique, voilà, le traitement local, on reste quand même assez prudent. Donc, ce sera soit vraiment la deuxième intention, soit sur une durée courte. Merci Christine pour ton topo. Comme tu le sais, actuellement on reclasse les cancers de l'endomètre en fonction de leur profil génétique. Est-ce qu'actuellement tu demanderais la recherche de la mutation du gène POL pour pouvoir donner un traitement hormonal de la ménopause? Alors, à ma connaissance, les sous-types du gène POL, c'est les sous-types classiques. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça entre. Enfin, c'est-à-dire que quand on a la classification ANAPAT classique, avec la recherche de récepteurs hormonaux, je pense que l'information elle est suffisante. Après, de toute façon, chez des femmes jeunes, la recherche de POL-E, elle va être faite pour après la prise en charge familiale. Enfin, donc, de toute façon, maintenant, la recherche de POL-E, elle va être quasi systématique chez les femmes jeunes. Ou quand c'est des cancers qui sont de stade avancé pour la stratégie thérapeutique. Mais pour discuter du THM, pour le coup... Prends celui-là. La correspondance entre cancer de bon pronostic et mutation du gène POL n'est pas forcément équivalente. Et certains retrouvent des mutations de gène POL sur des tumeurs de type 2 et qui reclassent en bon pronostic. C'est un petit peu le sens de ma question. Est-ce que maintenant, pour envisager un traitement hormonal après le traitement du cancer de l'endomètre, on ne peut pas céder de la recherche de cette mutation du gène POL, donc chez des femmes de plus de 50 ans? C'est-à-dire, parce que finalement, si on a un cancer ce sera un cancer de stade avancé, mais du coup, donc, qui ne serait pas POL-E, et donc là, du coup, on serait plus rassuré pour mettre un THM? Oui. Je ne sais pas, parce que du coup, ce serait quand même des patientes qui ont des moins bons pronostics, donc on sera toujours un petit peu pas très à l'aise, je pense, dans cette situation, finalement. Parce que si elle est POL-E et qu'on la reclasse en bon pronostic, en même temps, elle sera plus hormonosensible, donc ça ne va pas forcément nous rassurer plus. Ouais. Difficile, hein, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette séance en vous remerciant encore une fois d'avoir participé activement. Et puis, je voudrais rappeler que le 12e congrès annuel du GEMVI se déroulera à Biarritz les 18 et 19 novembre, où on parlera pendant 2 jours que de ménopause. Donc, je vous encourage fortement à venir y participer. Pour ceux qui viennent, en général, c'est une audience qui est très participative et les gens sont absolument très contents puisqu'ils peuvent converser avec les différents experts qui sont présents. Donc, venez soutenir le GEMVI lors de son congrès annuel de novembre. En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne journée et une bonne continuation de congrès.